Les chapelles politiques sont en ébullition en Côte d'Ivoire au fur et à mesure que la présidentielle de 2020 approche. C'est donc à une véritable bataille de positionnement qu'on assiste tant dans le camp de la majorité au pouvoir que de l'opposition. D'abord, la levée de boucliers entre les alliés PDCI et RDR, alors même que les deux partis étaient réunis sur une liste commune, celle du RHDP pour les sénatoriales. Malgré la victoire écrasante de la coalition à ce scrutin, la perte de villes symboles comme Yamoussoukro, la capitale politique, ou encore Bouaké, fief de l'ex-rébellion, traduit-elle un malaise? Mais si malaise il y a, ce n'est assurément pas du côté des deux principaux dirigeants. Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont retrouvés au palais présidentiel d'Abidjan pour une séance de travail. Il en ressort l'adoption d'un accord de principe pour la création du RHDP. Ensuite, effet surprenant, l'appel du PDCI à travers son porte-parole adjoint Jean-Louis Billon à une réforme de la commission électorale avant la présidentielle de 2020. L'opposition qui a boycotté les sénatoriales et menace faire de même des locales en exigeant la refonte de la CEI enregistre ainsi un renfort de poids dans cette quête qu'elle estime être une quête de transparence. 18 militants de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté ont d'ailleurs été condamnés pour avoir manifesté. Mais après 12 jours de détention, ce sont 17 militants qui ont recouvré la liberté, sauf le vice-président de la coalition, Jean-Gervais Tcheidé, au motif qu'il est sous le coup de mandat d'arrêt servi depuis le 11 mars 2013. Il n'en fallait pas plus pour provoquer l'ire de sa plateforme qui dénonce une vassalisation de la justice ivoirienne. Enfin, une voix, et pas des moindres, celle de Tikendia Fakoli, s'est mêlée au débat, non sans provoquer des réactions et remous. Le reggaeman engagé a déclaré que le Sénat, qui a vu le ministre Jeannot Kouadio Aoussou se faire élire président, est une institution budgétivore et inutile et que le bas peuple ne profitait pas de la croissance dont se vantent les politiques. Il estime aussi que l'opposition s'est fourvoyée en plaçant Laurent Gbagbo au-dessus de la Côte d'Ivoire et que son rôle devrait se résumer au combat politique pour le mieux-être des Ivoiriens. En priorité de tout ceci, nous parlerons et bien d'autres encore, si le temps est imparti, à cette émission Le Permin Côte d'Ivoire, installation du Sénat et accord dans le cadre du RHDP. Pourquoi tant d'opposition à ces projets politiques majeurs? Ce sera le thème de ce plateau débat. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Nos invités, sans plus tarder, ce sera juste après l'intermède. Et sur ce plateau, aujourd'hui, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Armand-Pouillon, pourquoi la plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS a choisi le boycott, selon vous? Ah, parce qu'ils n'ont pas compris que le boycott n'a jamais rien produit de bon. Le boycott a permis des révisions constitutionnelles à l'Assemblée nationale. Le boycott a permis à des dictateurs parfois d'avoir tous les députés pour lui seul. Je crois que beaucoup de partis, le RDS, sait de quoi il s'agit quand il s'agit de boycott, parce que pour l'avoir fait, ils ont perdu, ils n'étaient pas à l'Assemblée nationale, Gbagbo a eu la majorité pour en faire ce qu'il veut. Donc je crois que véritablement c'est une erreur stratégique, mais c'est leur stratégie politique parce qu'il faut tenir compte aussi du fait que parfois les gens n'ont pas les moyens d'aller aux élections. Donc ils se disent, au lieu d'aller aux élections et ne pas avoir les moyens et aller se ridiculiser, il vaut mieux économiser ce qu'on a pour d'autres élections qui ont plus d'enjeux pour eux. Donc ça peut être stratégique, je crois que le boycott très souvent n'est pas une bonne méthode parce que ça enlève de la carte politique. Le parti qui n'a pas été aux élections est enlevé de la carte politique. Même les élections au premier tour, vous allez voir que les grands partis veulent avoir leur candidat pour que dans la carte politique, ils existent avant qu'au deuxième tour, ils votent pour quelqu'un. Parce que quand tu n'es pas présent, même au deuxième tour d'une élection, tu sors de la carte politique et pour revenir, c'est pas facile. Voilà. Aimé Tchefa, est-ce que la politique de la chaise vide ne peut pas être comprise aujourd'hui dans le schéma ivoirien? Parce que tout le monde décrit une CEI qui est partisane, autant de membres qui soutiennent la coalition au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas normal, puisque une cour a d'ailleurs condamné ou a d'ailleurs reconnu que la CEI en Côte d'Ivoire était une CEI qui ne respectait pas les règles en démocratie? Il faut chercher à comprendre le problème dans deux dimensions. Lesquelles? Quelque part, c'est une position qui se justifie. Quelque part, ça ne se justifie pas. Pourquoi cette position ne se justifie pas?
Le coach Poyon l'a bien démontré et je me garde de faire des commentaires sur cette position. Mais de l'autre côté, ne pas aller à une élection est l'expression d'une frustration interne qui est aussi marquée et notée quelque part. Et après, quand les cartes seront rebattues, ça peut faire valoir d'un argument pour avoir un peu plus gros que ce que l'on aurait dû avoir en termes de portions congrues. C'est pas tout à fait con. Mieux, ceux qui appartiennent à ces régions, à ces groupes ethniques qui se sont mis ensemble pour exprimer cette frustration, pour dire cette démarcation du grand méli-mélo dans lequel on ne sait plus qui est qui, c'est aussi une façon de les mettre ensemble. C'est aussi une façon de fédérer leur énergie pour que ces derniers-là se soient mis de côté pour quelque chose. Figurez-vous, au Nigeria, les Yorubas s'étaient retirés de tout, au point où les Haoussa en étaient offusqués et leur ont fait appel à travers Obasanjo. Et vous avez vu, ils ont fait leur grand retour. Depuis lors, ils sont aux affaires. Parce que si vous avez, depuis le départ du président Obasanjo, si vous avez le chef de l'État qui est Haoussa, vous voyez que le vice-président est Yoruba. Et je ne sais pas si ce n'est pas simple hasard des faits, le chef de l'État est souvent un peu malade et que c'est son vice-président qui, en fait, est à l'opérationnel. Si les Yoruba n'avaient pas boudé à l'époque, depuis la mort de Moshood Abiola, ça n'allait pas produire ce que ça a produit là. Donc, quelque part, ce n'est pas tout à fait con. Quand vous pratiquez la politique de l'autruche, vous vous levez, vous renversez les chaises, parfois vous y mettez vos pieds pour les casser. Il faut savoir ensuite utiliser cela pour que ça vous profite à quelque chose. Parce que lorsque vous avez un gâteau à partager à 7 et que 2 se fâchent et disent « nous n'en voulons plus », ben vous, les 5 autres restants, si vous êtes intelligent, vous leur réservez leur part. Parce que à tout moment, quand ils reviendront pour dire « nous sommes venus chercher nos parts » et que vous avez déjà tout bouffé, comment vous voulez qu'ils se comportent? C'est exactement ce qui devrait se passer. Vous augmentez quelques portions au pas que précédemment vous leur avez remis pour qu'ils puissent prendre maintenant parce qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté à ce qu'ils refusaient. Voilà. Dans le cadre d'une manifestation contre le processus qui a conduit au sénatorial, que l'opposition juge inique, 18 militants de l'opposition ont été arrêtés, condamnés à de la prison. Fait bizarre, Patrick Armand-Pouillon, ils ont aussi été condamnés à 5 ans d'inéligibilité. On est en droit de se poser des questions par rapport à cette justice-là aujourd'hui, selon vous, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne tape pas un peu trop fort? Ah oui, c'est dans tous les pays du monde. C'est dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire croire que la justice européenne est propre et la justice africaine serait aux ordres, mais partout, l'ordre peut ne pas venir du pouvoir. Vous savez, il suffit qu'un juge ne t'aime pas pour que ça s'emballe. Donc, il faut dire que nous sommes dans un contexte où, c'est vrai, cette décision, elle est politique, mais est-ce qu'elle se base sur des faits juridiques? Donc, il est important que les opposants aussi ne laissent pas au gouvernement la possibilité de les avoir. Nous avons fait le débat ici concernant le Sénégal, où j'ai tenu à attirer l'attention de mon vis-à-vis sur le fait que le gouvernement a sorti un dossier qu'on peut battre en justice, mais pour se défendre, les avocats ont fait l'erreur de sortir des faux papiers et le gouvernement a simplement retiré ce qu'il avait amené pour attraper maintenant les faux papiers pour pouvoir condamner le monsieur. Donc, par rapport à ça, moi je dis, c'est vrai, et moi ça m'étonne que des gens qui n'ont pas autant de poids politique, qu'on puisse les persécuter jusqu'à ce point. Je ne sais pas quelle force politique ils ont pour qu'on puisse les taxer, les condamner à une inéligibilité de 5 ans. Bon, il faut dire que parfois nos États aussi en Afrique en font trop, parce que je ne vois pas en quoi ce groupe-là menace maintenant le régime en place pour qu'on puisse condamner des gens à 5 ans d'inéligibilité et tout ça. Donc bref, je crois qu'il faut que dans tous les cas, on mette la balle à terre et qu'on se dise, quand même celui qui est faible
vous vous attaquez trop à lui, Dieu vient à son secours. Mais Tchefa, aujourd'hui, par rapport à cette situation-là, est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter? Parce qu'il faut rappeler que ces hommes-là ont manifesté, ils ont estimé qu'ils devraient manifester pour dénoncer leur ras-le-bol par rapport à la situation politique en Côte d'Ivoire, par rapport à l'organisation des sénatoriales. La manifestation a été interdite par le ministre de l'Intérieur. La manifestation a été réprimée, dispersée. Le vice-président de la coalition, Jean-Gervais Tiédé, a été arrêté. Ils ont tous été condamnés à 12 jours de détention. Ils ont fini de purger leur peine alors qu'ils devraient recouvrer leur liberté. Jean-Gervais Tiédé n'a pas été libéré au motif qu'il y aurait un mandat d'arrêt qui l'attendrait depuis 2013. Aujourd'hui, est-ce que cette situation-là est de nature à laisser croire que tout se passe bien au niveau de la justice ivoirienne? Non, je ne crois pas que tout se passe bien. Pas seulement au niveau de la justice ivoirienne, mais partout. Vous savez, depuis le coup d'État de Noël du général Gueye jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais été en paix. Avant, la Côte d'Ivoire était en paix. Quel qu'en soit d'où vous venez, même des pays occidentaux, vous aviez votre place en Côte d'Ivoire. Il suffit de parler français et puis c'est fini, vous êtes intégré. Mais depuis le coup d'État du général Gueye jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une paix armée. Vous allez voir que d'une manière ou d'une autre, les positions sont toujours campées. On ne fait plus entièrement confiance à son vis-à-vis, même au sein des familles. Les frères ne se font plus confiance parce qu'on ne sait pas qui est Gbagbo, qui est Soro, qui est Ouattara, qui est Bédié, qui est qui, on ne sait pas. Alors, à partir de ce moment, dans un environnement aussi crispé que celui-là, tout fait, toute situation, pouvant faire utiliser les mots tels que violence, prison, guerre, armes, rebelle, parce qu'il y a des mots qui, dans le vocabulaire de l'Ivoirien d'il y a 10, 15 ans, ces mots-là sonnent mal. Et quand vous les utilisez, ça pose un certain nombre de problèmes du point de vue psychologique et affectif. Alors, lorsqu'on est dans une situation du genre, le pouvoir doit chercher d'autres moyens pour mieux s'affirmer. Surtout que la Côte d'Ivoire a des défis économiques qu'elle doit relever aujourd'hui mieux qu'hier. Donc, à mon avis, ce sont des faits qui n'en apportent pas plus à la décrispation de la situation et surtout à la résolution de l'énigme 2020. Voilà. Patrick Abonkouyon, Jeannot Kouadio Aouchou, président du Sénat, 65 voix pour, un seul bulletin nul. Importance du Sénat pour vous? Ah, écoutez, c'est pas parce que les autres ont boycotté, qu'on a tout raflé, que c'est pas important. Le Sénat va jouer son rôle, avec ou sans les autres. Non, le Sénat est important dans le dispositif, il va jouer son rôle. Et puis vous savez, dans la situation décrite par M. Aimé Chefa tout à l'heure, vous comprenez qu'il faut contenter le maximum de personnes. Donc si le Sénat... Donc institution budgétivore et inutile. Pas inutile, parce que ça contente des gens et ça vend la paix. Donc, c'est pas inutile. Donc, budgétivore, tout au moins, selon vous? Tout est budgétivore dans la politique. Non, tout est budgétivore dans la politique. Parce que, vous voyez, la démocratie qu'on nous a amenée là est budgétivore. Disons-nous la vérité. Si nous arrêtons cette démocratie, nous revenons à nos rois traditionnels, on ne dépensera pas autant d'argent. Donc, c'est clair, c'est budgétivore. Donc, il faudrait peut-être revoir le mode de gouvernance. Mais c'est tout ça là qu'il faut revoir. Mais moi, je dis, si nous demandons aux gens de revoir, ils vont faire encore des assises avec beaucoup de budget pour faire des replâtrages. Mais revoir en repartant sur nos bases, sur nos racines. Parce que là, on est dans un truc qui faut que chaque 5 ans, il y a des morts. Chaque 5 ans, il y a des morts. On ne peut pas continuer avec ça. Il faut qu'on se regarde en face pour dire quel est le mode de démocratie que nous pouvons mettre en place qui va permettre. Ils ont copié notre démocratie dans beaucoup de pays européens et on nous a amené une copie qui ne s'adapte pas à nos réalités. Donc,
c'est d'office budgétivore. Et ce Sénat ne va pas coûter plus que les institutions qui étaient là et qui coûtent beaucoup trop d'argent. Vous voyez, le président de la République, vous voyez ce que ça coûte. Je sais que le président Ouattara n'est pas pléthorique en termes de personnel, mais nous avons eu le premier ministre Djérou Diarra de la Côte d'Ivoire qui avait 700 conseillers. Vous voyez, tout ça là, c'est de l'argent inutile. Le président Yahya Boni avait plein de conseillers au Bénin. Lui-même ne connaît pas le nombre. Donc, vous voyez, dans ces conditions, c'est vraiment difficile. Et je crois que ne pas taxer, il ne faut pas qu'on taxe telle institution d'être budgétivore, telle institution non. Ça peut servir toujours à apaiser quelque part, parce que si toutes les couches étaient représentées, au moins ça allait servir à apaiser. Et puis le gouvernement aussi aurait pu permettre quand même à l'opposition d'avoir le Sénat pour que bon, chacun sa part et puis on se calme. Mais on empêche encore l'opposition d'aller au sénatorial. On fait ça. Non, il faut que tout le monde ait une part du pouvoir d'État, parce que ça appartient à tout le monde. Et là, on aurait eu la paix. En tout cas, si l'opposition avait gagné les sénatoriales, elle n'aurait pas dit que c'est budgétivore. Voilà. Le RHDP rafle la mise, on le sait, avec 50 sénateurs, soit 25 circonscriptions. Mais les indépendants, contre toute attente, sont arrivés à obtenir 16 sénateurs, soit 8 circonscriptions. Est-ce que ces chiffres traduisent un malaise, MTFA, puisque l'opposition n'est pas allée au sénatorial, mais des indépendants ont choisi d'affronter la coalition RHDP sur le terrain, eh bien, ils ont quand même pu avoir une moisson non moins importante. Qui vous a dit qu'ils sont vraiment indépendants? Quand vous prenez ces indépendants, vous analysez correctement, êtes-vous sûr qu'il n'y en a pas qui soient des partis satellites, soit du PDCI, soit du RDR? Je n'en sais rien, je m'interroge. Mais il y a une question importante. Ou soit de l'opposition. C'est possible, pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Mais je reviens sur une question importante. Le Sénat était fondé à jouer quel rôle? Est-ce que ce rôle-là, précédemment, était déjà joué par une institution républicaine? Et si oui, est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce que le Sénat apporte de nouveau? Il faut aller regarder les variables de près, rechercher les indicateurs pour dire en quoi le Sénat est important et en quoi sa présence aurait apporté quelque chose à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Si tel n'est pas le cas, ça pose un problème. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non, c'est la première économie de l'Afrique de l'Ouest, enfin francophone, quoi, puisqu'il y a le Ghana qui est là. Donc, la Côte d'Ivoire a d'énormes défis économiques. Et puis, s'il ne s'agissait que de contenter les gens, je crois que chaque année, il y aura la création d'une nouvelle institution. Et plus ils vont en créer, moins ils vont s'en sortir. Alors, il faut revenir à des faits réels, discuter sur des bases réelles. Avez-vous une idée de la gouvernance du Norvège? Là-bas, vous avez un seul ministre qui est ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la Justice, qui n'a pas un véhicule pour lui-même, qui n'a pas un bureau, entrée, coucher, salon, ceci, cela, qui est dans un enclos. Regardez un patron aussi fort, qui n'a pas de garde de corps, qui fait tout comme n'importe qui n'a pas de frais de mission, qui n'a que des indemnités, qui n'a pas de salaire. Alors, le tout dépend du modèle que nous voulons copier. Parce que l'Europe n'a pas un modèle compact et tous les pays... Non. Il y a le modèle français qui est totalement budgétivore. Il y a le modèle allemand qui est moins budgétivore. Et il y a le modèle des pays du Nord, de l'Europe du Nord, qui font réellement, ces pays-là, qui font réellement de la fonction politique une fonction de service de l'État. Les ministres de la République prennent des bus en Belgique comme quiconque, payent et après viennent montrer, déposer ce qu'ils ont payé au trésor public pour qu'on leur rétrocède cette dépense-là. Donc, le tout dépend du modèle que nous voulons copier. Si nous, qui ne produisons rien, parce que les pays africains sont des sociétés de consommation et non de production, si nous pensons que pour contenter les gens, nous allons créer des institutions tous les 6 mois, à un moment donné, ces institutions ne fonctionneront pas. Parce que ceux qui sont à l'intérieur n'auront même pas de salaire. Mais si on en crée, parce qu'on en a vraiment besoin,
pour résoudre tel ou tel problème qui sont importants pour le maintien de la paix, je crois que c'est important. Voilà. Patrick Amampoyon, Bouaké, fief de l'ex-rébellion, et Yamoussoukro, capitale politique, sont dans l'escarcelle des indépendants. Est-ce qu'il y a une analyse à faire par rapport à cette information-là? Est-ce que cela ne traduit pas quand même un malaise que la coalition au pouvoir perde ces zones-là, précisément? Moi, je crois plutôt à un malaise au niveau du PDCI. PDCI, c'est le fief du PDCI. Ça veut dire que s'ils sont en train de perdre ça, ils doivent comprendre que même leur électorat n'est pas dans la pagaille qui est organisée en ce moment. On est dans une coalition ou on est hors de la coalition. On ne peut pas être dans une coalition et foutre la merde dans la coalition. Et je crois qu'il y a une sanction du PDCI. Parce que, vous savez, le RIDP, lorsqu'ils sont candidats à une élection, ils laissent chaque parti choisir les candidats dans son fief électoral. Donc ça veut dire que c'est des candidats PDCI qui ont été battus. C'est ça, il faut que ce soit clair. Et donc ça veut dire que la pagaille organisée par le PDCI... À Bouaké, par exemple, c'est un fief RDR. Et ils ont aussi perdu, non, par exemple. À Bouaké, c'est le fief PDCI. À Bouaké, nous sommes toujours dans la zone Djoula. Donc c'est la zone Djoula. C'est le nord qui est le fief RDR. Donc, il faut tenir compte de ça. Bon, c'est vrai que... Mais Bouaké, c'est Djoula. Et Djoula, c'est PDCI. C'est les fiefs de Félix Houphouët-Boigny. Donc, bref, je crois que fondamentalement, il faut que la pagaille que le RIDP est en train d'offrir au peuple béninois, au peuple ivoirien en ce moment, s'arrête. Si cette pagaille-là s'arrête, on pourra parler des pro-Gbagbo et autres qu'on doit remettre dans le dispositif électoral. Mais si on veut remettre les opposants dans le dispositif électoral et la pagaille s'organise là-bas, parce qu'on veut simplement augmenter sa part du gâteau, c'est tout. Parce que, comme je vous l'ai dit ici sur ce plateau, les Jean-Louis Billon ont beau parler, tant que Ouattara et Bédié vont s'entendre, c'est ce qu'ils vont décider qui sera fait. Les autres vont faire l'agitation et autres. Nous sommes à un temps où il y a un renouvellement de leadership de ces deux partis et chacun veut montrer les muscles afin d'avoir plus de gâteaux, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème majeur entre les deux rassemblements. Et vous avez vu le communiqué qui a censuré le travail entre les deux leaders. Le communiqué n'est-il pas laconique, MHFA, puisque le vœu affiché, sinon l'accord annoncé par les présidents dans la perspective du parti unifié, est-ce que ça a des chances de prospérer quand autant de cadres dans chaque groupe se lèvent pour remettre en cause? Je ne crois pas. En fait, vous savez bien que par rapport à la coalition des Oufouettis, comme ils aiment se faire appeler, c'est une coalition qui a un peu de problèmes. Je veux être clair en disant que c'est une coalition qui est née des problèmes et qui est donc née avec des problèmes. L'un des problèmes majeurs, c'est que le président Henri Konan Bédié, dont le règne a été écourté, parce que celui-ci aurait accusé son frère d'être burkinabé, ça n'a pas été totalement vidé. C'est là et que lorsque les deux se voient, ils se regardent toujours par rapport à ça. Ou parfois ils sont mi-amis, mi-chien, mi-chat, où ils s'envoient des missiles que parfois on fait l'effort de rattraper à travers leurs collaborateurs respectifs et que donc ceux qui sont du FPI se mettent en bloc, essaient de resserrer les choses, mais c'est vrai, vous l'avez dit, plaçant Gbagbo au-dessus du peuple ivoirien, mais priant pour que de l'autre côté, cette alliance que eux autres, ils appellent contre nature, soit effritée. C'est pour ça que, coach, lorsque vous allez à Bouaké, ah non, vous trouverez aussi bien RDR que PDCI, hein, et même aussi FPI. Bouaké n'est pas si tant pris réellement par quelqu'un. C'est pas comme Daloa ou bien c'est pas comme Korogo où on sait que c'est le RDR qui est vraiment là-bas. Alors, par rapport donc à ces différents enjeux-là, regardez bien ces deux vieux-là. Comment ils se comportent, l'un tapant l'autre dans les pieds par rapport aux enjeux, aux objectifs qu'ils veulent atteindre, dessinant des courbes qui sont parfois très complexes par rapport à leurs relations politiques. Dans tous les cas, on sait que c'est une alliance qui réellement aura du mal à tenir face aux différents enjeux qui viendront. Et plus on se rapprochera de 2020, plus cette alliance va exposer
ses limites et ses insuffisances, est bien malin qui dira ce qui se passera réellement et exactement. Patrick Amampouyon estime plutôt que l'alliance est très bien et qu'elle va porter les fruits. Elle va porter. Au fait, je vous dis, tant que Bédié et Ouattara s'entendent, tout le monde va se taire ou va se faire laminer comme Kakabe. C'est aussi simple que ça. Oui, mais Patrick Amampouyon, dans ce schéma-là, est-ce que ce n'est quand même pas un risque pour que la coalition implose tôt ou tard? Parce que si des frictions il y a, comme il y en a en ce moment, que le porte-parole adjoint du parti tienne des propos qui sont perçus par des cadres RDR comme des propos dangereux, qu'on traite des gens de politiciens de salon, vous savez de quoi je parle, est-ce que ce n'est pas des propos qui remettent en cause l'installation de cette coalition-là? Patrick Amampouyon. Je vous explique ce qui se passe. Pourquoi le porte-parole ne parle pas? Pourquoi le secrétaire général ne parle pas? Pourquoi le président ne parle pas? Au fait, ils ont tous laissé Jean-Louis Béon faire le sale boulot qui va pousser le président Ouattara à leur accorder plus. Et le moment venu, soit on le remet dans les rangs, soit on le fout dehors. Je vous dis, c'est de là. Par exemple, tout à l'heure, quand il disait, est-ce que oui, on a analysé, est-ce que Sénat... Non, n'insultez pas Bédié Ouattara. C'est un laboratoire de réflexion. C'est pas comme nos États, comme le Bénin et autres, où on improvise des choses. Ils ont étudié ce Sénat-là. Ils ont étudié plein de choses. Ils ont étudié des scénarios. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a la pagaille, ça finit toujours par une rencontre entre Ouattara et Bédié. Bédié laisse la pagaille parce que la pagaille le sert. Ça lui permet de dire à Bédié, accorde-moi à Ouattara, accorde-moi un certain nombre de choses pour calmer la troupe. Nous sommes dans un jeu, simplement. Il y aura le RHDP et ce serait solide. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les 3000 chefs de village, les 3000 chefs traditionnels du PDCI sont rattachés à Bédié, jamais à un Jean-Louis Billon, jamais à quelqu'un d'autre. Donc, sachez une chose, tôt ou tard, la fin de la récréation sera sifflée. Vous avez vu, Bédié ne se prononce pas pour le moment sur les propos de Jean-Louis Billon, ni pour soutenir, ni pour aller contre, parce que ce n'est pas le moment pour lui. Et le moment venu, vous entendrez, il sifflera à la fin de la récréation et tous ceux qui ne vont pas se mettre dans les rangs vont se retrouver éjectés. Patrick, il y a une question importante que nous perdons de vue. Or, c'est la réponse à cette question qui nous dira réellement l'avenir de cette alliance. Quelle est la fonction politique qu'assume aujourd'hui le président Henri Konan Bédié? C'est le président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire. C'est tout? Oui. Okay. Et c'est plus important. C'est très important. Oui, j'en arrive. Est-ce qu'il a un patron? Son patron, c'est Alassane Ouattara. Non. Non, c'est dans le dispositif. Non, Ouattara est président de la République. Oui. Lui, il n'est rien. Si vous lui dites qu'il est président du conseil d'administration et tout, il vous dira qu'il n'est rien. Et il n'a pas l'assurance qu'il redeviendra un jour président de la République. Et vous pensez que ces hommes qu'il a placés lui rendent effectivement compte de tout? Non. Le compte rendu est toujours partiel. Si les deux patrons de cette alliance avaient le pouvoir de s'alterner au pouvoir, l'alliance marcherait très bien. Mais le président Ouattara, le président Bédié, de plus en plus, sait et se convainc qu'il ne peut plus redevenir président de la République. Dès lors, c'est normal qu'il prenne son envol et qu'il aille s'allier avec celui à qui il pense qu'il a son avenir là. C'est pour ça que je vous dis, bien malin qui dira ce qui pourrait se passer. Dans d'autres formes d'alliance, où le PDCI... Parce que, écoutez, qu'est-ce que le RDR cherche aujourd'hui? Le RDR a eu le pouvoir pendant 10 ans. Le RDR a fait l'expérience du pouvoir. Mais eux autres, ils ne l'ont pas encore fait, ou ils l'avaient fait il y a longtemps. D'accord? À partir de ce moment, il y a des velléités qui s'expriment. Et puis, ne croyez pas que les deux présidents, surtout le président Henri Konan Bédié, contrôlent réellement toute sa suite. Et quand il parle, tout le monde s'aplatit. Ce n'est pas exactement comme ça. Il y a aussi des velléités dans son camp. Il y a aussi des gens qui expriment un certain nombre de choses que lui, il pouvait donner s'il était président de la République. Mais n'étant pas président de la République, il ne peut pas donner ces choses-là. Il va les contenir jusqu'à quand? Ne pensez-vous pas que
le risque ou un éventuel risque d'implosion et même d'explosion est possible. Vous pensez que tout tourne rond et qu'il suffit que les deux là se voient, parlent et c'est fini. Plus vous allez loin dans le pouvoir et plus votre pouvoir s'érode et moins vous êtes sûr de vous-même. Et quand vous avez un mandat en Afrique ou même partout ailleurs et que ce mandat est en train d'aller à son terme, il y a plein d'équations que vous ne pouvez plus résoudre parce qu'on sait que vous n'êtes plus l'homme de la situation, alors on ne vous est plus docile. Patrick Amanpoyon, dans ce schéma aujourd'hui, l'appel de Guillaume Soro, un appel au calme, je vous en conjure, œuvrons ensemble pour la paix, pour la réconciliation, pour le dialogue. Déjà, je vous ai dit à Aimé Chefa que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. De ne pas faire d'analyse générale. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a deux personnes qui ont le pouvoir d'État. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Et quand eux deux sifflent la fin de la récréation, il y aura la fin de la récréation, même de Guillaume Soro. Maintenant, Guillaume Soro était en perte de vitesse, il voit que ceux qui sont en odeur de sainteté sont en train de perdre la tête, il joue le sapeur-pompier pour revenir en odeur de sainteté. Crise peut servir à quelqu'un d'autre. Il peut servir comme sapeur-pompier si Alassane Ouattara, que je sais très rancunier, le laisse faire. Il est capable de calmer les gens, il est capable de calmer les choses et n'oubliez pas qu'il peut être aussi derrière un Jean-Louis Billon en le poussant à semer un peu la pagaille pour que lui vienne comme sapeur-pompier. Donc, bref, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est que de la stratégie pure et dure. Et à partir de cet instant, je dis, tant que l'accord va tenir et que Bédié va obtenir de Ouattara, que ce soit lui, Bédié, qui choisit le candidat aux prochaines élections, il n'y aura jamais de problème entre le RHDP. Mais si Alassane Ouattara change d'avis et décide de ne pas laisser Bédié choisir le candidat, c'est là la rencontre qu'ils ont eue à tourner autour de ça. Est-ce que ça tient ? Est-ce que je vais toujours choisir celui qui sera candidat? C'est de ça qu'ils ont discuté. Et je vais vous dire, le jour où Alassane Ouattara va laisser Bédié lui dire la personne qui sera candidat, et Alassane Ouattara va accepter, il y aura le parti RHDP. Le problème, c'est que les PDCI craignent que quand on va créer le parti, qu'on dise qu'il n'y a plus de PDCI et de RDR et qu'on peut choisir n'importe qui dans le parti maintenant pour être candidat. Donc, voilà le débat. Donc l'échéance 2020 est le central. Dans ce schéma-là, que peut-on retenir de l'appel de Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Non, là, j'ai le même point de vue que le coach. Enfin, écoutez, lui, il avait des problèmes. Il est en train de faire peau neuve maintenant. Et il ne sait pas ce qu'il deviendra. Mais ceux qui ont plus de poids que lui, apparemment, parce qu'il a son poids aussi, bon, ces gens-là ne sont pas en train de s'entendre. Bon, mais ne sachant pas avec qui il irait réellement, il a intérêt à jouer au sapeur-pompier, à les apaiser, quitte à voir très bien par où il pourra réellement se positionner. Mais j'ai dit quelque chose que je reprends parce que c'est important. Plus on se rapproche de 2020 et plus le risque d'implosion est présent. Attendons de voir, parce qu'en fait, si l'alliance fonctionne très bien, le prochain candidat de cette alliance doit être du PDCI, puisque c'est tour à tour. Bon, qui vous avez vu aujourd'hui l'appel de Daouko? Oui, bien sûr, et vous connaissez les accords politiques partout dans le monde entier, vous connaissez le sens de leur contenu et leur portée dans l'application. À partir de ce moment, lorsqu'on va se rapprocher plus de 2020 et qu'à un moment donné, on va dire au président Henri Konan Bédié, donne-nous ton candidat, puisque c'est à lui en définitive qu'il reviendra de valider la candidature de celui qui sera candidat pour le compte de cette alliance et qui, à mon avis, a beaucoup de chances de devenir président de la République. Ce nom-là, cet acteur-là, pourrait les amener à aller à l'implosion, c'est-à-dire cette dimension de l'analyse. Non, c'est-à-dire en principe. Non, parce que oui, c'est vrai. Je vois que Aimé Chefa appuie sur un côté sans appuyer sur l'autre. Non, coach. C'est plus facile. Non, coach, j'en arrive. C'est-à-dire, les RDR n'ont rien à chercher dans le choix de ce candidat. C'est l'affaire des PDCI. C'est l'affaire de Henri Konan Bédié. OK, très bien.
il y a 3 risques là. Un, est-ce que celui que Henri Konan Bédié choisirait serait celui que tout PDCI choisirait? Non, c'est ça. Non, si vous ne percevez pas comme ça. Non, s'il s'agit, dans ton analyse, quand il s'agit de certaines réalités, tu dis les accords politiques n'ont jamais marché. Mais n'oublie pas aussi qu'en Afrique, les partis politiques appartiennent au président. Oui, je suis d'accord. Là, tu es en train de parler comme si nous sommes au Parti socialiste français, comme si nous sommes au parti... Patrick Amon-Poyon, mais est-ce qu'on ne doit pas oublier, est-ce qu'on ne doit pas se souvenir qu'aujourd'hui, sur le schéma politique ivoirien, il y a des cadres au PDCI qui ont les moyens d'aller à une élection présidentielle et de faire campagne tout seul. Non, ils l'ont fait aux dernières élections, on a vu le résultat. Oui, mais des 0%. Oui, mais le schéma aujourd'hui a quelque peu changé. Non, le schéma ne changera même pas, il serait plus grave quand le candidat serait PDCI. Le candidat était RDR. Ils avaient plus de chances de glaner PDCI. Et ils n'ont pas glané. Si le candidat est PDCI, ils ont moins de chances de glaner. Le problème aujourd'hui, c'est que nous considérons les tonneaux vides qui font du bruit comme des cadres, grands cadres, tout ça. Non. Vous parlez de grands cadres, vous ne parlez pas du vice-président de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de grands cadres, vous ne parlez pas de l'actuel président de la Sénat. C'est pas parce qu'il ne faut pas de bruit qu'ils ne sont pas de grands cadres. Ils ont leur fief électoral qui sont là. Donc il faut que nous cessons de penser que des gens qui ne sont même pas élus députés sont de grands cadres qui vont changer les choses et tout. Non, nous avons ceux qui se font élire en masse dans leur fief, députés, avec une masse derrière eux, qui sont là calmes et qui sont alignés et derrière le président Bédié et derrière le président Ouattara. Alors ne prenons pas ceux qui font des tonneaux, ceux qui font du bruit comme il faut du bruit parce que pourquoi? Vous croyez que quelqu'un qui est bien assis fait du bruit? Quelqu'un qui est sûr de lui-même fait du bruit? Non. Et les gens font du bruit parce qu'ils sont en perte de vitesse. Et quelques-uns font du bruit. On dit les cadres. C'est quelques-uns. Le président Bédié a toujours le respect de toute la troupe et laisse parfois certaines pagailles qui arrangent les négociations, qui arrangent les choses. Mais je vous dis, si il n'est pas convaincu par ce qu'Alassane va lui offrir pour 2020, il peut y avoir explosion, mais d'abord, nous sommes en train de dire explosion depuis combien d'années? Et toutes les élections arrivent et c'est ensemble ils vont. Et chaque fois, on dit explosion. Pendant qu'on est en train de dire explosion, ils sont allés au sénatorial ensemble. Pendant qu'on est... Non, les amis. Dans ce schéma-là, quelle place aujourd'hui pour l'opposition et aussi quelle importance pour le toilettage de la commission électorale indépendante? Est-ce que ce n'est pas quand même minimum d'avoir une institution qui est censée départager un contentieux électoral s'il y a, et que cette institution-là reflète toutes les composantes de la classe politique d'un pays? En principe, oui. Ce que vous êtes en train de dire est l'idéal. Mais en Côte d'Ivoire, c'est plus que ça. Parce qu'une élection, c'est aussi la Cour constitutionnelle et maintenant le Sénat. Alors, il faut tenir compte de toutes ces forces. Sinon, la CENI, en réalité, joue un rôle technique. Voilà un peu. En Côte d'Ivoire, la CENI joue beaucoup plus un rôle technique. On parle de validation des élections, d'accord, donc de tout ce que ça a donné en termes de résultats par la Cour constitutionnelle, surtout s'agissant de l'élection du président de la République, qui est beaucoup plus l'affaire de cette institution-là. Et vous savez comment on atterrit à la Cour constitutionnelle, et vous connaissez aujourd'hui la configuration de cette Cour constitutionnelle-là. Alors, si ces institutions jouent bien leur rôle en termes d'indépendance et d'autonomie, pour qu'il y ait plus de transparence, cela pourrait apaiser les choses. Mais l'opposition étant dans une posture de volte-face, où l'opposition également a à négocier la libération du président Gbagbo et que les BT doivent revenir sur la scène par l'entremise de la libération du président Gbagbo, cela aussi compte énormément pour eux. S'ils veulent atteindre les deux objectifs à la fois, ça leur serait impossible. Mais s'ils séquencent ces deux objectifs, font réellement leur choix, à savoir, à mon avis, ça c'est mon avis, c'est-à-dire, il faut que nous nous réorganisons mieux, jouer réellement notre partition, et avec ce que nous aurons, nous pourrons maintenant négocier
pour la libération du président Gbagbo, cela pourrait marcher. Parce que lorsque vous posez deux problèmes à la fois et que vous ne dites même pas le problème qui est pertinent, celui qui doit vous aider à régler ne pourra pas, parce que vous-même vous êtes dans le doute, alors à plus forte raison lui. Alors de mon point de vue, l'opposition, pour ne pas dire le FPI en réalité, aura plus intérêt à énormément préparer 2020, à se concentrer beaucoup plus sur 2020, à ne plus s'intéresser à Afin-Guessan ou à n'importe qui, mais plutôt simplement au FPI dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020, aura plus à gagner quelque chose avec cela, parce que qu'on le veuille ou non, l'opposition a sa place. L'opposition a encore son poids. Il suffit qu'il se réorganise pour pouvoir donner l'empreinte des zones qu'ils ne continuent pas à contrôler, et cela pourrait leur permettre maintenant de négocier la libération du président Gbagbo. Et je crois que ce n'est pas encore le moment idéal. Voilà, ce que vous dites est extrêmement difficile quand on sait aujourd'hui qu'aujourd'hui il y a deux FPI. Il y a le FPI Aboudraman Sangaré qui est El Gbagbo pur, et il y a l'opposition FPI avec Pascal Afin-Guessan qui est une opposition en griffe tolérée en Côte d'Ivoire, puisque c'est une opposition qui a pu manifester la dernière fois où d'autres ont été embastillés. Patrick Armand-Pouillon, je reviens avec vous. Jean-Louis Biondi, la CEI répondait à l'époque à une réalité qui était celle de la crise ivoirienne. Ce n'est plus la même réalité aujourd'hui. Il faut donc coller à la réalité du moment. Oui, je voudrais répondre en collant à la question que vous avez posée à Aimé Chefa par rapport à la place de l'opposition dans le contexte actuel, avant de parler de la commission électorale. Vous savez, l'opposition est en train de jouer à ce jeu que joue Aimé Chefa en espérant qu'il y a risque d'explosion, et ils attendent implosion pour récupérer. Et ça leur fait perdre du temps pour s'organiser. Je crois que l'opposition ivoirienne doit oublier, cesser de compter sur le gouvernement pour leur tendre la main ou pour leur faire des faveurs. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous traversez aujourd'hui l'Afrique, à travers l'Afrique, vous allez voir que Laurent Gbagbo a beaucoup d'adeptes à travers l'Afrique. Il faut mobiliser des ressources financières. Il faut mobiliser à l'intérieur du pays et à l'extérieur ceux qui sont de cette philosophie Laurent Gbagbo pour cotiser de l'argent. Il faut de l'argent pour faire opposition. S'ils ont l'argent mobiliser comme ça, en faisant des sommets à l'extérieur pour mobiliser de l'argent, et à l'intérieur, je sais que les Aimé Chefa sont prêts à cotiser pour que le parti de Laurent Gbagbo gagne les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Donc s'ils peuvent cotiser de l'argent dans ça, ils vont s'organiser pour les élections, comme il l'a dit, et oubliez d'abord, quand les rapports de force ne sont pas en votre faveur, vous ne pouvez pas négocier la libération de quelqu'un. Il faut revoir les rapports de force. Et ils auraient dû le faire avant les élections sénatoriales, avant les élections législatives. Ils auraient dû faire tout ça pour compter dans le starting block. Et là, ça suppose qu'ils se parlent. Les deux camps se parlent. Qu'ils fassent une paix des braves et que chacun concède quelque chose à l'autre, qu'ils se mettent ensemble et construisent l'opposition. Sinon, s'ils sont là à espérer, à pleurer, il n'y a pas de conciliation, le gouvernement ne fait pas ceci, le gouvernement ne peut pas avoir des problèmes internes avec ses associés et être en train d'aider l'opposition à se relever. Voilà, messieurs, nous allons maintenant parler. Pour la commission électorale, rapidement, je voudrais dire que souvent les gens disent la commission électorale n'est pas équilibrée. Maintenant, vous voulez que le gouvernement prenne des membres, donne ses membres à l'opposition, qui va devenir majoritaire dans la commission électorale. Je crois que tant que nous n'avons pas sorti tous les politiciens de la commission électorale pour faire de la commission électorale une structure technique, nous aurons toujours ce problème, parce qu'aucun camp n'acceptera de perdre la majorité des membres au profit de l'autre. Et quand ces membres arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Quand leur candidat ne gagne pas, on fait du dilatoire pour que les résultats ne sortent pas. Donc moi, je crois que le problème de la commission électorale est un problème qui se pose et qui mérite d'être analysé pour qu'on sorte les politiciens de cette affaire. Les propos de Tiken Jah Fakoly et Aimé Chefa, il y a une rhétorique qui revient souvent en Afrique, dans les pays qui ont pourtant parfois une croissance à 2 chiffres, c'est que les fruits ne sont pas équitablement rétablis. Est-ce que c'est un problème que vit aujourd'hui l'Ivoirien lambda? Il y a le développement, on le sent, mais on a l'impression que le peuple ne ressent pas réellement les fruits de ce développement-là. C'est ce que dénonce l'artiste engagé. Bon, Tiken Jah Fakoly, il ne vit pas en Côte d'Ivoire, il est au Mali. Depuis... Il est souvent en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est rentré en Côte d'Ivoire. Oui, je sais, mais il vit au Mali. C'est-à-dire, je voudrais dire qu'il ne vit pas les réalités au quotidien comme l'Ivoirien lambda. Et le problème que vous posez, c'est un problème du développement humain. Non, je crois que le développement de la Côte d'Ivoire, à mon avis,
c'est vrai, ce n'est pas tout à fait humain, mais je crois que c'est humain. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, si vous savez faire quelque chose et que vous avez un talent, vous avez la possibilité de vous vendre. Mais c'est clair, dans tous les pays, la société est hiérarchisée. Tout le monde n'est jamais au même niveau. Et il y a ceux qui sont au bas de l'échelle sociale, ceux qui sont au milieu et ceux qui sont au sommet. Ça existe dans tous les pays du monde, même de plus en plus en Chine aujourd'hui, qui était le modèle de développement humain le plus fiable au monde. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, la situation n'est pas si pourrie au point où lui, il la décrit. Je ne crois pas. Patrick Avampouillon, rapidement, mauvaise répartition des fruits de la croissance, langage trouble autour du troisième mandat. Même dans les pays développés, il y a une mauvaise répartition des fruits de la croissance. Chacun se bat pour avoir. Voilà. Il faut que les gens, et les Ivoiriens savent faire ça. Donc, comme il a dit, les Ivoiriens savent se battre quand ils ont du talent pour avoir. Il faut que tous les hommes se battent pour avoir. En tout cas, Bénin, il y a mauvaise répartition, mais ça ne m'empêche pas, moi, de prendre ce qui est à moi. Donc que chacun se batte pour prendre ce qui est à lui. Voilà. Vos avis sont clairs, messieurs. On a eu un débat plutôt contradictoire, même si vous vous êtes rejoints parfois. Aimé Tchefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Patrick Avampouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Côte d'Ivoire, installation du Sénat et accord dans le cadre du RHDP. Pourquoi tant d'opposition à ces projets politiques majeurs? C'était la question trame de cette émission. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur SICA. Merci.